Non, c'est autre chose. On est presque dans le principe de l'analyse visuelle. C'est un film qu'il a co-réalisé avec un étudiant d'Almaty, à l'université d'Almaty ou de la région en Seine. Mais disons que c'est un peu à la lisière de sa filmographie. On est sur une forme essayiste, pédagogique, à la marge de sa production filmique bien identifiée. Exemplairement, c'est le métrage. Merci beaucoup, Anthony. Merci. Je vais demander à Victor de s'installer. On fera une petite pause après l'intervention de Victor, notamment parce qu'on doit installer du matériel pour une intervention à distance de Gulnara. L'HDMI est là. Ok, je vais juste voir si ça marche parce qu'après je vais déconnecter parce que j'ai mes notes et après je comprends. Donc je les mets là. Normalement ça devrait marcher du coup. Parfait. Je peux... Ou alors, ouais. Attendez, il y a peut-être une ceinture qui serait... ça marche de l'écarter, non, vous faites... Ah non, mais oui, vous voyez, vous... Bon, bah, tant pis. Du coup, vous mettrez l'écran bleu, quoi, tant pis. Oui. Voilà. Oui, et après je mettrai la connexion. Victor, vous avez la nationalité roumaine. C'est ça, oui. Vous en Roumanie. Du delta du Danube. Le delta du Danube. Oui, c'est ça. Alors, deuxième intervention. Donc on a le plaisir d'accueillir Victor Morozov. Alors, j'ai d'autant plus de plaisir d'accueillir Victor que Victor était vraiment à votre place il y a quelques années. Victor est roumain, originaire du delta du Danube, et il s'est inscrit à l'université Grenoble-Alpes en première année, en Erasmus, ou je ne sais plus. Non, c'était... Comme ça. Ouais, voilà. Et du coup, je l'ai accueilli en première année à l'université. À Grenoble. Et il a progressé petit à petit, jusqu'à ensuite obtenir une bourse pour s'inscrire à l'université de Paris 8 en master. Donc il a été à la fois mon étudiant et celui d'Eugénie. Et aujourd'hui, Victor a obtenu donc, une bourse pour faire une thèse de doctorat à l'université à Dublin, en fait, au Trinity College. Cette thèse est un peu différente de ses sujets précédents qui portaient plus exactement sur les cinémas de l'Est, sur certains auteurs de l'Est. Là, désormais, Victor travaille pour sa thèse sur les images, les représentations filmiques, télévisuelles du conflit nord-irlandais, donc dans une démarche à la fois d'archives, d'historicisation et en même temps de montage filmique de ces éléments. Pour autant, Victor demeure tout à fait attentif à beaucoup d'auteurs du cinéma européen, au premier rang desquels Barujan, Omir Baef, et il a décidé de nous proposer une intervention ce matin donc, qui va essayer de préciser la situation politique, peut-être, en tout cas post-communiste, comme il a proposé de l'appeler, du cinéma de Barujan. Merci Victor. Merci beaucoup à Robert, à Eugénie pour m'avoir invité. Donc, je vais aller aussi assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de balancer un peu entre l'idéologie, la politique, l'esthétique, pour préciser en effet le cadre, le cadre historique de la démarche de Darejan. Et pour commencer une introduction, j'aimerais rappeler cette histoire qui est trop belle pour ne pas être racontée à nouveau. Sur cette génération de jeunes réalisateurs venus des bords de l'Empire soviétique, au Kazakhstan par exemple, qui commencent à faire ses preuves dans le métier, puis le moment où le dit Empire lui-même vient de se désagréger.
C'est la soi-disant nouvelle vague kazakh, dont la naissance a été déjà documentée. Et ce qui passionne autant ici, dans l'acte de naissance de cette promotion, l'on trouve entre autres Rachid Nugmanov, Darejan Omirbaev bien sûr, et Serika Primov, pour n'en citer que les noms les plus connus. C'est l'adéquation quasi parfaite entre la jeunesse du groupe, c'est-à-dire cet entre-deux formé par l'axe Moscou-Alma-Ata, c'est-à-dire le centre de l'Empire et ce satellite, explosé bientôt par l'indépendance en 1991 du Kazakhstan, et la mission dont ce groupe hérite en raison purement des circonstances historiques, c'est-à-dire témoigner sans complaisance des transformations et tensions au cœur du nouveau pays, tel que son passé communiste récent et son présent post-communiste l'ont façonné. En d'autres termes, cette fusion des valeurs asiatiques et de l'aspiration russe envers un monde de vie occidentale, pour citer Ludmila Pruner, qui a pu dire ça au moment de l'essor de cette vague, dans les années 90, cette fusion ne concerne pas seulement une thématique partagée ou une préoccupation constante chez l'un ou l'autre des cinéastes en question. Plus décisivement, elle s'inscrit de manière inexorable dans leur trajet biographique lui-même, à travers l'abandon du berceau kazakh, rupture qu'avait raconté Omirbaev dans son long métrage Cardiogramma, dont a pu parler très précisément Anthony, et la poursuite d'une formation professionnelle à Moscou au sein du VGIK, la célèbre institution du cinéma soviétique. Ce nœud biographique fait de cette génération une occurrence inouïe dans la tortueuse histoire du studio Kazakino, la dernière à passer en bloc par un processus de formation à sens unique via Moscou, mais aussi la première à se confronter aux nouvelles réalités post-communistes de l'empire pulvérisé. Cet article ou cette communication s'intéresse de plus près aux différentes manières dont Darejan Omirbaev, sans doute le nom de la vague le plus connu à l'Ouest, parvient à refléter l'actualité de l'époque avec son lot de mutations socio-économiques déterminantes à travers les films qu'il a réalisés depuis Kairat, sorti en 1992. Nous faisons le constat d'une filmographie qui aussi durablement entre des fables à portée universelle. Viennent à l'esprit notamment ces adaptations à ces livres de Tolstoï et Dostoïevski, mais pas seulement. Et des radiographies entre guillemets sociétales. Et ça, c'est une impression qui prévaut de prime abord dans ces films peut-être plus autobiographiques datant des années 90. Que ces tentations, une qui extrapole et l'autre qui s'intéresse plutôt à la description ponctuelle d'un état de fait, coexistent habilement au sein de chaque film. Il s'agit là juste d'un truisme qui pointe davantage vers la maîtrise formelle du cinéaste, capable de naviguer les eaux troubles du film à dilemme moral, par exemple Tueur à gages de 1998, sans échouer sur les rivages de la démonstration dogmatique. Comme le dit un commentateur, Omirbaev prend acte de ce que la vie sociale, politique et économique du Kazakhstan contemporain rappelle en termes d'histoire d'une profonde universalité qui, une fois réduite à leur noyau puissant, appartient absolument à leur nouveau espace-temps spécifique. Quoique cela soit juste, il importe aussi de remarquer qu'au moment où le réalisateur prend Anne Karénine ou Crime et Châtiment comme point de départ, il ne fait pas que réactualiser ou transposer dans le présent entre guillemets, des œuvres littéraires capitales. Il opère un pas de côté, participant pleinement à leur réécriture jusqu'à ce qu'elles arrivent à s'inscrire dans un pan du réel qui s'avère tout aussi bien énigmatique, comme on l'a vu, et pluriel, facilitant à la fois l'acuité sociopolitique et l'écart à l'abri du vraisemblable. Prenant acte de ces tensions, notre communication ne se construit pas comme un ensemble unitaire, mais comme un bouquet de trajectoires théoriques bien distinctes selon une répartition duale, temporalité-spatialité. Donc dans un premier temps, je parlais un peu de la temporalité que ces films, et surtout ces films des années 90, explorent, et dans un deuxième temps de la spatialité. Ce sont des trajectoires rapprochées toutefois par le fait qu'elles s'enracinent dans l'époque post-communiste, donc ces 30 ou 40 ans dont Robert a pu parler. Et ça c'est une période fondamentale et une temporalité très importante pour l'œuvre de Darejan, qui constitue le bassin sociologique et politique de prédilection pour cette œuvre de fiction. Ce jeu de cache-cache avec l'actualité produit bien sûr un impact quant à l'expérience des films eux-mêmes, à travers les réactions de leurs protagonistes appelés à vivre tant bien que mal sous un nouvel ordre politique et économique. Donc
après le communisme et le capitalisme. C'est que le refus de souscrire de plein gré à un réalisme pédestre et sans contradiction. Par exemple, on aura remarqué l'importance que possède le rêve dans cette filmographie. S'accompagne presque naturellement d'un refus de militantisme. Pas de prise de position explicite donc, pas de jugement quant à la direction prise par la nation, sinon de manière souterraine et forcément discrète, réservée à l'action du hors-champ. Si le clash entre le passé soviétique et le présent non soviétique dont on a pu parler s'avère l'un des sujets constamment traités par cette vague de cinéastes, chez Omirbaev, cela ne passe presque jamais par une opposition explicite et programmatique entre ces deux modèles de société. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que les films en question adoptent un positionnement qui est à la fois dedans et dehors, concernés qu'ils sont par le paysage social en mouvement permanent, mais aussi immunes d'une certaine façon à ces réverbérations contingentes. Ces films, en outre, rejettent l'absolu d'un état de fait univoque, grâce à la mise en place d'une temporalité décalée, lente, où les signes du présent se voient immergés dans un bain audiovisuel atemporel, empruntant à la littérature russe du 19e, aussi bien qu'à Bresson ou même à Hitchcock. Au brouhaha des décennies post-communistes, Omirbaev répond par un classicisme de la gestuelle minimale et de l'économie narrative, ou même modernisme, qui facilite l'absorption organique de quelques indices appartenant à un cinéma de genre. Ce constat de l'esthétique soustractive, pour reprendre le terme mis en avant par Anthony Fian dans son ouvrage Capital, employé au service d'un présent qui est tout sauf cela, se doit néanmoins d'être nuancé. Car il n'est certain ni que cette option formelle soit inadéquate pour embrasser avec conviction une réalité qui lui soit contraire, c'est-à-dire excessive, rapide, oppressive, ni qu'elle relève d'un fait singulier. Au contraire, il est évident, comme le remarque aussi Anthony Fian, que d'un côté, Omirbaev assume le statement politique, si l'on veut, que produisent automatiquement ses protagonistes à ton et taiseux, quasi muets, quand il entre en contact avec un nouveau monde différent, gouverné par des mafieux. Et que d'un autre côté, le cinéaste s'inscrit ne fût-ce qu'involontairement, mais pleinement toutefois, dans un tournant formel pris par le cinéma européen, et notamment est-européen, au moment de la chute des régimes communistes, avec